Aujourd'hui, de tout notre cœur et de toute notre âme, nous leur souhaitons shalom, salam, paix. Bill Clinton, c'était il y a 28 ans, le 13 septembre 1993. Vous l'entendiez, le président américain naissait alors l'espoir incroyable d'une paix au Proche-Orient. 3000 personnes triées sur le volet assistaient en effet à Washington, sur la pelouse de la Maison-Blanche, à un moment historique, la signature des accords d'Oslo entre Israéliens et Arabes palestiniens, le lancement d'un processus censé aboutir en 5 ans à une solution globale. Pourtant, rien ne se passe comme prévu. On va en parler ce matin. Mais d'abord, peut-être faut-il revenir avec vous, Christophe Dard, sur les années précédant cette signature, alors que la région connaît de nombreuses violences. Effectivement, notamment au cours de la première intifada en 1987, premier gros soulèvement des Arabes contre les Juifs en Israël et dans les territoires, qui sera accompagné d'ailleurs de graves attentats terroristes. Une situation explosive qui montrera au grand jour la difficulté de résolution de ce conflit s'il y a de nombreuses réactions internationales et des appels à la retenue de part et d'autre. Eh bien, rien n'est fait pour endiguer les violences. Et quelques années plus tard, la guerre du Golfe éclate également en 1991, guerre au cours de laquelle Israël d'ailleurs est bombardé de missiles irakiens. C'est l'occasion de mettre dans le même camp Israël et des pays arabes contre l'Irak. Washington, qui souhaite apaiser les tensions dans la région, envisage ainsi l'ouverture de négociations multilatérales. Et c'est George Bush qui demande ainsi à son secrétaire d'État James Baker d'ouvrir ces négociations. Elles se dérouleront à Madrid et à Washington. Elle place pour la première fois à la table des négociations israéliens et arabes palestiniens au sein d'une délégation conjointe avec la Jordanie. Israël refusant à ce moment encore la participation directe de l'OLP. Et oui, toute une série de négociations vont ainsi se dérouler pendant des mois dans divers pays sans véritable avancée. Pendant ce temps, l'OLP de Yasser Arafat est en pleine crise et envisage pour la première fois de reconnaître l'existence de l'État d'Israël. C'est totalement inédit. Il s'agit notamment du plan Léopard. Eh oui, tout à fait. Un plan dans lequel Arafat accepte certaines revendications importantes de l'État d'Israël, des territoires en Judée-Samarie, comme un éclatement de la région qui deviendra ainsi une sorte de peau de léopard, d'où le nom de ce plan. C'est ainsi qu'un canal secret entre Israéliens et Arabes est établi. Nous sommes en janvier 1992. Et alors que les négociations de Madrid pour l'instant étaient au point mort, enfin, à l'insu de tout le monde, des pourparlers secrets. Cela s'engage à Oslo, en Norvège, loin de Madrid. Nous sommes au début de l'année 1993. Plus question d'intermédiaire. Clairement, l'idée est de mettre les négociateurs face à face, sans la pression du regard du monde extérieur. Et c'est un pari réussi. En 6 mois et 14 réunions secrètes, des concessions vont être faites. En janvier 1993, l'État juif abroge ainsi la loi de 1986 interdisant aux Israéliens tout contact avec l'OLP. Le 29 de la même année, Israël annonce aussi un accord portant sur les grandes lignes d'une autonomie arabe palestinienne intérimaire, commençant par la bande de Gaza et une petite partie de la Judée-Samarie autour de Jéricho. Toutefois, le processus n'arrivera jamais à progresser sur les points les plus sensibles. Encore aujourd'hui, les 5 questions clés du statut final, le partage de Jérusalem, le retour des 10 réfugiés arabes qui sont partis en 1948 pendant la guerre d'indépendance, les constructions israéliennes, les frontières définitives et la sécurité d'Israël. Mais quoi qu'il en soit, un accord est signé. Nous sommes le 10 septembre 1993 pour qu'Israël, erreur ou pas de sa part, c'est un autre débat, reconnaisse l'OLP comme représentant d'un peuple palestinien. Ça y est, donc Christophe, c'est le lancement du processus de paix israélo-palestinien censé aboutir dans les 5 ans. Et voilà précisément ce que dit le texte. Je cite, le gouvernement de l'État d'Israël et l'équipe de l'OLP sont d'accord qu'il est temps de mettre fin à des décennies de confrontation et de conflits, de reconnaître leurs droits légitimes et politiques mutuels, de s'efforcer de vivre dans la coexistence pacifique et d'aboutir à un accord de paix juste, global et durable. L'accord est signé par les 2 maîtres d'œuvre des négociations secrètes, Shimon Peres et un haut responsable de l'OLP, Mahmoud Abbas, plus connu sous le nom d'Abou Mazen. Évidemment, sans surprise, la diplomatie américaine prend dans la lumière le relais, ce qui donnera lieu à Washington à cette poignée de main historique entre Yasser Arafat, chef de l'OLP à l'époque, et le Premier ministre Yitzhak Rabin, sous l'œil du président Bill Clinton. Écoutez justement ce que disait Yitzhak Rabin à l'issue de cette signature des accords d'Oslo. Nous qui avons combattu contre vous, les Palestiniens, nous vous disons aujourd'hui d'une voix claire et forte, assez de sang et de larmes. Assez. Enough of blood and tears. Enough. Thank you. Thank you. Thank you.
Yitzhak Rabin à Washington, des images qui vont faire le tour du monde, suscitant émotion et espoir. Au total, la cérémonie dure 1 heure devant une assistance, nous l'avons dit, de quelques 3000 personnes. Un an plus tard, le 4 mai 1994, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin lancent la période transitoire d'autonomie et c'est en juillet de la même année que le chef de l'OLP retourne dans les territoires arabes après 27 ans d'exil. Il y établit l'autorité palestinienne, mouvement successeur donc de l'OLP. Et puis en septembre 1995, un nouvel accord intérimaire, Oslo II, est signé à Washington sur l'extension d'une autonomie en Judée-Samarie. Il s'agit alors d'entériner la répartition en 3 zones des territoires, les zones A, B et C. Un événement qui ne va pas vraiment faire l'unanimité en Israël. Effectivement, un premier coup est porté aux accords d'Oslo le 4 novembre 1995. Et nous connaissons tous cette date tragique. Un extrémiste israélien assassine alors le Premier ministre Yitzhak Rabin. 5 ans plus tard, les Arabes sortent à nouveau dans la rue, éclate ce qu'on appelle la seconde intifada. On est là à l'automne de l'an 2000, terrible période ponctuée d'attentats terroristes contre des juifs israéliens. La confiance est rompue. Le mouvement terroriste Hamas remporte les élections arabes palestiniennes de 2006 et prend le contrôle de la bande de Gaza. Israël doit d'ailleurs évacuer complètement tous les juifs de l'enclave. Le territoire devient Judenrein. Quant à Yasser Arafat, il redevient la bête noire des Israéliens. Ceci le rend responsable de la seconde intifada. Justement, pendant toutes ces années, les tensions sont vives. Un mur de sécurité, par exemple, installé à la frontière entre Israël et les territoires palestiniens. L'objectif est de contrer les attentats qui sont de plus en plus nombreux. Les dernières négociations directes entre Israéliens et Palestiniens remontent à 2013. Elles n'avaient alors donné aucun résultat. Aujourd'hui, le processus de paix est au point mort, on peut bien le dire. En 2012, les Arabes obtiennent malgré tout un statut d'observateur aux Nations Unies. L'organisation internationale, souvent accusée de partialité dans ce conflit, par exemple, on peut noter ces chiffres. En 2020, l'ONU qui a condamné Christophe Israël 17 fois contre 6 fois pour le reste du monde. Mais Israël a eu le soutien très fort de l'ancien président américain Donald Trump. Il a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Il a systématiquement voté contre une résolution anti-israélienne. Donald Trump avait également décidé de supprimer plus de 200 millions d'euros d'aide à des programmes controversés palestiniens et la fermeture de la représentation arabe palestinienne à Washington, des événements qui n'ont pas vraiment favorisé les rapports entre Israéliens et Arabes. Effectivement, mais Donald Trump a favorisé la paix pour Israël avec d'autres États de la région, les Émirats, le Bahreïn, le Soudan, le Maroc, les accords Abraham, justement, qui ont réellement changé la donne dans la région. Et justement, le premier anniversaire de la signature de ces accords sera célébré cette semaine, ce mercredi 15 septembre. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Christophe Dard, un billet que vous pouvez retrouver bien sûr en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube.